Tout d'abord, Renaud, avant de parler là, de la saison 2025 qui s'en vient des Dolphins, de leur saison morte, d'abord et avant tout, ça fait X nombre d'années qu'on se connaît, mais je ne crois pas que je t'ai jamais Mhm. demandé comment es-tu devenu un fan des Dolphins de Miami? Pourquoi les Dolphins sont ton équipe favorite? Surtout qu'ils n'ont pas gagné un match éliminatoire, si je ne me trompe pas, Non. depuis janvier 2000. Oui, c'est à peu près ça. Puis j'avais donc 2 ans ou à peu près la dernière fois que les Dolphins ont gagné un match. J'ai pas vécu ça de mon vivant, oui, mais pas de mon vivant comme partisan des Dolphins. C'est la saison 2008 qui a été la première où j'ai suivi l'équipe. La saison suivante, précédente, rappelle-toi, ils avaient terminé avec un dossier de une victoire, 15 défaites, le pire dans toute la NFL. Et ils avaient mis sous contrat, en fait, Chad Pennington des Jets de New York comme corps Oui. arrière. Et puis, bon, dans la cour d'école, tu te doutes qu'à ce moment-là, c'était beaucoup de chandails de Tom Brady, beaucoup de partisans des Patriots. Et puis, moi, j'aimais pas les Patriots, donc j'avais dit les Dolphins vont gagner la division. Et cette année-là, il est arrivé quelque chose de spécial. De un, Tom Brady s'est blessé, rappelle-toi, sa première demi, je crois, de son premier match là, contre Ouais, les contre Chiefs, les si je me Chiefs. trompe pas. Ouais, ouais. Avait raté Bernard ouais, la Pollard saison au grand qui complet. l'avait blessé. Exact, Uh-huh. exact. Et puis les Dolphins ont mis sur pied l'attaque Wildcat. Tout ça était géré par Tony Sparano à l'époque, là, qui est décédé il y a quelques années. J'étais embarqué sur le train. Là. Les Dolphins avaient eu une bonne saison, puis au final, j'avais eu raison. Ils avaient gagné la division, ils avaient fait les éliminatoires. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont joué à la maison en éliminatoire. Donc 2008, ça a commencé comme ça, puis je suis resté accroché après pour finalement être déçu année après année. Ouais, Ronnie Brown dans le champ arrière avec la formation Wildcat qui à l'époque était Ouais, révolutionnaire. Il l'avait dévoilé exact. contre les Patriots en plus. Puis là, C'est Bill ça. Belichick était dépourvu, pris au dépourvu. Personne ne savait comment réagir, tout ça. Dans les rangs universitaires, on utilisait la formation Wildcat, notamment à l'université d'Arkansas avec Darren McFadden. Mais ouais, et que les Dolphins, tout le monde ne parlait que de ça, là, à quel point c'était révolutionnaire Exact. la formation Wildcat. Qui était dans le champ arrière avec Ronnie Brown. Sais-tu, c'est Ricky Williams? Est-ce que c'est Ricky Williams Ricky à cette Williams était de époque-là? retour, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que Ricky Ouais, ouais. Williams faisait son retour avec les Dolphins là, après son séjour avec les Argonauts, rappelle-toi, Ouais, son ouais, bah ouais, fructueux ouais, je m'en souviens. parcours avec les Argonauts de Toronto. Ouais, ça avait été très bref son Donc, ouais, passage avec les Argos. ouais, ouais, vraiment. Mais c'était Ronnie Brown là, qui prenait surtout là, les remises en Wildcat. Puis il avait même fini avec. Je sais que dans le premier match contre les Patriots, il avait lancé une passe de toucher, là, notamment là, en utilisant la formation Wildcat. Je pense qu'au total, il avait terminé avec 4 touchés dans le Ah oui, c'est possible, c'est possible. Bon, ben ok, ben là, t'as répondu à ma question. Je me demandais de quelle façon t'étais devenu un partisan des Dolphins, parce qu'en raison de ton âge, ils ont pas connu beaucoup de succès. T'as pas Non, connu non. l'époque de Et Dan Marino. j'ai pas beaucoup d'amis qui sont partisans des Dolphins là non plus. Là. Ouais. C'était pas une équipe attrayante de ma génération. La question est de savoir est-ce que les Dolphins vont pouvoir mettre fin à leur disette, là, donc, que je viens de mentionner, le fait qu'ils n'ont pas gagné un match Mhm. éliminatoire depuis la saison 2000, si je me souviens bien. En tout cas, je me souviens du match, c'était contre les Colts. Les Colts faisaient partie de la section ouest, l'américaine à cette époque-là. Ouais. Bref, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre fin à cette disette cette année? On dirait que ça augure mal, Renaud. Parce que, tu sais, bon, toi et moi, on se parle souvent, on Mhm. regarde les entraînements des Alouettes ensemble, puis on se met à jaser de toutes sortes de choses. Mais là, ça fait des semaines que ça dure. Là. Depuis la fin de la saison, on dirait qu'à chaque semaine, il y a un nouveau joueur des Dolphins qui critique soit l'organisation ou l'entraîneur-chef, Mike McDaniel. Mike McDaniel, pour moi, il commence sa saison sur un siège éjectable. Qu'est-ce que tu penses de sa situation et de toutes ces rumeurs qui entourent l'organisation des Dolphins de Miami? Je te cède la place. Vas-y, je sais que tu en as beaucoup sur le cœur. Ouais, ben, d'abord et avant tout, je suis d'accord avec toi. Mike McDaniel est sur un siège jetable. Lui et Chris Greer, le directeur général là, Mhm. de l'équipe. Pour moi, c'est une évidence qu'en ce moment, ils sont probablement là, dans les emplois les plus en danger. Et si c'était qu'on se disait, on va leur donner une chance cette année, il y a peut-être du bon à rattraper. Mais là, c'est pas de ça que ça a l'air présentement chez les Dolphins. Tu l'as dit, beaucoup de critiques, des joueurs qui ont voulu quitter. Jalen Ramsey a voulu quitter l'organisation. On rapporte même que sa relation là, avec Mike McDaniel était complètement irréparable. Puis rappelle-toi quand on a engagé Mike McDaniel il y a quelques années déjà à Miami, qu'est-ce qu'on disait? On disait, ben, c'est un bon stratège, c'est un bon gars de football, mais il est un peu bizarre, puis on le voit à chaque fois qu'il s'adresse là, aux médias.
il a une drôle de façon d'entretenir, de s'adresser aux médias. Et j'ai comme l'impression que c'est pas le genre de personne qui est capable de regrouper tout le monde ensemble, de mener un groupe. Il n'a pas l'air de cette personne en charge, ce qui fait la qualité première d'un entraîneur-chef, tant qu'à moi, particulièrement au football. J'ai l'impression que Mike McDaniel, c'est plus un coordonnateur qu'un entraîneur-chef. Puis présentement, on le voit, une équipe comme les Dolphins, ils avaient énormément de gars avec des grosses têtes. Un gars comme Tyreek Hill, un gars comme Jalen Ramsey, bon, qui maintenant est parti, mais quand même, ce sont des gars qui déplacent de l'air dans un vestiaire et ça prend quelqu'un pour tenir ces gens-là, je veux pas dire en laisse, là, mais pour tenir ces joueurs-là dans le droit chemin et être capable de rassembler de l'équipe puis de faire les éliminatoires et de gagner. J'ai pas l'impression que Mike McDaniel, c'est cette personne-là. Puis pour cette raison-là, j'ai de la misère à dire en fait, je crois pas qu'il va avoir un emploi comme entraîneur-chef dans la NFL. Ouais, parce qu'on questionne son leadership. C'est tout simplement ça. Mhm. Puis moi, les premières fois que j'avais entendu parler de ça, c'est, souviens-toi, il y a 2 ans, lorsque Vic Fangio était coordinateur de la défense des Dolphins de Miami. Puis lui, il a quitté pour aller joindre les Eagles de Philadelphie. Et puis à ce moment-là, au sein de l'organisation, les joueurs se plaignaient qu'il était trop exigeant, qu'il était trop demandant, qu'est-ce qu'il demandait aux joueurs, c'était trop rigoureux. Mais c'est ça le football. Puis Vic Fangio, on ne peut pas Exact. mettre en doute ses aptitudes en termes de coordonnateur en défense. C'est un des meilleurs de la NFL. Puis Mike McDaniel, il était d'accord avec les joueurs. Il était d'accord avec les joueurs. Puis qu'est-ce qu'on entend, c'est que les joueurs arrivent régulièrement en retard aux réunions. Ils ne sont même pas mis à l'amende. Ça, clairement, ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur entraîneur-chef. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle moi, je ne crois pas que les Dolphins vont être en mesure de participer aux éliminatoires cette année. Alors oui, la disette sans victoire en éliminatoire de Miami, la plus longue dans toute la NFL, ben, elle va se Ah, il va poursuivre se pour une poursuivre. année de plus au moins. Là. Toi, tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, ouais, non, j'embarque à 100% avec toi. Puis même que, parce qu'on se parle évidemment à NFL Red Zone pratiquement toutes les semaines pendant la saison régulière, puis à la fin de l'année, on en discutait ensemble. On est surpris que ces deux personnes-là, Mike McDaniel et Chris Greer, aient gardé leur emploi à la fin de la dernière saison. Pour moi, ils étaient déjà sur un siège éjectable et l'année passée, alors que l'équipe, elle avait besoin de faire un pas vers l'avant, elle a fait un gros pas vers l'arrière. Elle n'a même pas été capable de participer aux éliminatoires alors que ça avait été le cas par le passé. Euh, je suis surpris qu'on est dans la même veine et surtout avec tout ce qu'on entend, ben, je peux pas croire qu'en haut, dans les bureaux des Dolphins, on n'a pas entendu les mêmes ragots. On vit même dans cet environnement-là là, de l'équipe. Donc, c'est bizarre de se dire que les Dolphins n'ont pas procédé déjà à un changement, selon moi. Moi, personnellement, j'aurais procédé à un changement dans la dernière saison. Ouais, on a opté pour le statu quo, puis je crois pas que c'est la meilleure des décisions. Puis ça a été une drôle de saison morte là, du côté de Miami. On s'est pas amélioré. Ouais. Lorsque tu regardes l'équipe sur papier, cette équipe-là est pas mieux qu'elle l'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Pas juste ça. Un joueur comme Tyreek Hill est vieillissant. Il va avoir une année de plus. On va parler de Tyreek Hill un peu plus tard. Mais écoute, j'aimerais qu'on réponde à une question que William Ouais. Gonzalez nous a envoyée. Ça concerne bien sûr la carrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa. Salut, est-ce que vous croyez que si Tua se blesse à nouveau, est-ce qu'il serait temps pour lui de prendre sa retraite? Il parle de commotion cérébrale. Tout d'abord, merci à William de nous avoir envoyé sa question. Il le fait régulièrement, il nous envoie des questions et ces questions sont toujours pertinentes. Écoute, toi, bon, moi, la saison dernière, il n'a pas été victime de commotion cérébrale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette question de la part de William? Ben là, c'est sûr qu'on on entre dans quelque chose qui dépasse un peu le football, au sens où on parle vraiment de la santé de quelqu'un, là, qui a une vie à vivre après le football. Parce qu'une retraite, là, même si tu as une longue carrière, une retraite, ça dure longtemps. C'est une carrière pour un professionnel, dans le commun des mortels, c'est une carrière qui est pas super longue. Tu tombes à la retraite jeune, tu as toute une vie à vivre. Écoute, c'est difficile de se commettre parce que je suis évidemment pas médecin et que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais c'est sûr que là, je pense que toi commence à y penser parce que ça fait déjà plusieurs coups où on lui dit d'y penser, que plusieurs médecins, là, ça se multiplie à chaque coup qu'il prend, qui disent qu'il devrait commencer à songer à sa retraite.
Il a signé un gros contrat avec de l'argent garanti. Ça s'est déjà vu par le passé là, des arrangements pour des joueurs qui justement quittent vers la retraite. Je pense à Andrew Luck, par exemple, avec les Colts d'Indianapolis, qui avait continué de lui verser de l'argent même après sa retraite. Est-ce que les Dolphins seraient prêts à faire la même chose? Écoute, à suivre, mais c'est sûr et certain que là, ça comme très inquiétant. Puis si je suis l'organisation des Dolphins, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de bâtir mon équipe autour d'un gars qui a ça autour de lui? Ouais, ben, on n'a pas le choix, étant donné qu'on a investi tellement d'argent, comme tu viens de le dire, au niveau de sa prolongation de contrat. En tout cas, moi, je souhaite pour toi d'être en mesure de jouer pendant de nombreuses années. Encore une fois, l'année dernière, si je ne me trompe pas, il n'a pas été victime de commotion cérébrale. Ça, c'est une bonne chose. J'espère que ça va se poursuivre de son côté. Mais sur le terrain, là, c'est pas comme ça on a fait grand-chose afin d'améliorer ben, les armes qu'il y a à sa disposition. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas été très actif du côté des Dolphins de Miami. Au début de la semaine dernière, toutefois, on a complété une transaction avec les Steelers de Pittsburgh. On a fait l'acquisition, Mhm. on a rapatrié Minka Fitzpatrick, qui avait commencé sa carrière à Ouais. Miami, et on a envoyé Jalen Ramsey, dont tu parlais, comme quoi que sa relation avec Mike McDaniel n'était plus bonne. Ben là, il va porter les couleurs des Steelers de Pittsburgh en compagnie des liens rapprochés Jonnu Smith. Dis-moi, ça a été quoi ta réaction face à cette transaction-là, qui est quand même, là, au football, c'est rare qu'on voit de grosses transactions Ouais. comme on l'a vu, là. Une transaction de football qu'on appelle. Là. Pas un acheteur, pas un vendeur, vraiment, là, des morceaux qui partent des deux côtés. Ben écoute, dans le cas de Jalen Ramsey, c'était assez simple. Les Dolphins devaient s'en débarrasser. Lui, il voulait plus jouer avec l'équipe. Puis honnêtement, à voir comment ce dossier-là traînait, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait, je commençais à me dire qu'ils allaient peut-être le libérer ou même qu'ils allaient l'échanger là, contre un choix tardif au repêchage, à défaut de l'envoyer sur le marché de l'autonomie. Et finalement, ben, ils ont obtenu quelque chose en retour. Donc ça, c'est déjà un plus pour les Dolphins. Jonnu Smith, maintenant, qui voulait une prolongation de contrat, qui voulait un meilleur salaire que ce qu'il avait avec les Dolphins et qui va obtenir là, donc avec les Steelers. Euh, Moi, j'ai de la difficulté à m'expliquer dans la perspective où on veut continuer à aller de l'avant. Visiblement, on veut aller dans la continuité chez les Dolphins. C'est pour ça qu'on a gardé Mike McDaniel et son groupe. Mais qu'un joueur qui a connu énormément de succès dans notre système la saison dernière, on ne soit pas capable de lui allonger quelques sous pour le satisfaire puis pour le convaincre de rester dans notre équipe. Et là, en plus, tu vas chercher Darren Waller pour le remplacer. Darren Waller, qui était un de mes joueurs préférés quand il était à ses meilleures années avec les Raiders le vers 2021. Mais ça fait un méchant bout de temps, puis même qu'il n'a pas joué l'an dernier, il était à la retraite. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, celle-là, je l'ai trouvée douteuse. Par contre, l'échange des demi-défensifs en tant que tel, Jalen Ramsey qui s'en va, Minka Fitzpatrick qui rentre. Je sais que Fitzpatrick n'a pas créé autant de revirements dans les dernières années qu'il faisait en début de carrière, mais c'est encore un jeune joueur. Je suis pas convaincu qu'il pourrait pas rebondir pour la suite des choses là, pour Miami. Ouais, ça va être à voir hein, du côté des Dolphins de Miami, bien sûr. Il y a Zach Wilson qui a fait son arrivée à South Ouais. Beach. Ça va être lui, le carrière numéro 2 derrière Tua. On vient de parler de l'état de santé de Tua. Naturellement, Tua, bon, à chaque fois qu'il se fait frapper, on retient notre souffle, mais Zach Wilson peut être plus proche d'être le carrière partant des Dolphins de Miami qu'on le croit Ouais. si jamais Un coup. Tua se blesse. Ouais, donc à quel point tu es en confiance de savoir que Zach Wilson est maintenant le carrière numéro 2 de Miami? Ben, pas particulièrement en confiance, mais je suis vraiment de la mentalité hein, qu'au football, si tu n'as pas ton carrière partant sur le terrain, ça va être vraiment difficile d'avoir du succès, peu importe l'équipe, même les meilleures équipes de la NFL, s'ils perdent à long terme leur carrière partant. Je pense aux Bills, aux Chiefs, là, les équipes qui ont les meilleurs corps de la ligue, ben, on le voit, hein, quand ces carrières-là ratent un match, ben, souvent l'équipe est plus la même sur le terrain. Donc, pour moi, la clé, ben, c'est pas juste d'avoir un bon suppléant pour toi, c'est qu'il faut que toi restes en santé puis sois sur le terrain pour que Miami espère avoir du succès parce que même là, c'est pas garanti. Zach Wilson, ben, on connaît un peu son histoire. Hein? C'était un haut choix au repêchage, top 2, si je ne me trompe pas, deuxième au total par les Jets de New York. Oui, Et derrière là, ça Trevor s'est pas passé Lawrence. comme il voulait. Ouais, exact. Il a passé la dernière saison avec les Broncos de Denver comme réserviste. Puis là, s'en vient à Miami. Écoute, est-ce qu'il peut faire le travail comme réserviste? Je vais dire que oui, mais je suis d'avis qu'un réserviste, il y a une raison pourquoi ça traîne un nom de réserviste.
Ouais, mais il est talentueux, ancien choix de première ronde, comme tu l'as Mhm. dit, alors peut-être que ça pourrait devenir une occasion pour lui de relancer sa carrière. Mais une chose qu'on ne parle jamais lorsqu'on parle justement de l'état de santé de Tua ou des Dolphins en général, c'est leur ligne à l'attaque. On a mis sous contrat quelques joueurs de ligne à l'attaque afin d'ajouter de la profondeur. Mais une raison pourquoi Tua a été blessé aussi souvent, cette ligne-là, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas été bonne depuis des années. Puis c'est la même raison pour laquelle les carrières réservistes aussi qui sont venus remplacer Tua ont été blessés lors des dernières années. Est-ce que tu es confiant qu'avec la signature de Larry Borum et James Daniels, ça va être suffisant afin d'augmenter le niveau de talent du côté de la ligne d'attaque des Dolphins et de bien protéger Tua, de créer des brèches pour le jeu au sol aussi, là? Ben, non, je ne le suis pas. De un, Borum jouait sur la ligne à l'attaque des Bears de Chicago, qui était tout aussi problématique que celle des Dolphins. Donc, non, je trouve pas ça nécessairement rassurant. En même temps, bon, chaque année, nouvelle combinaison, nouveau coéquipier. Donc, n'importe quel joueur qui paraît bien ou paraît mal dans une organisation peut tout d'un coup mieux paraître ailleurs si le fit, comme on dit, est meilleur. Euh, mais pour protéger Tua, mais il y a autre chose qui était problématique pour les Dolphins, puis c'est pas juste l'an dernier, c'est depuis que Tua est corps arrière de Miami, c'est gagner des matchs contre des équipes qui sont pas des équipes de bas de classement. Hmm. Puis si je regarde le travail de Tua Tagovailoa à travers les ans pour lorsqu'il affronte des équipes qui jouent au-dessus de 500, une victoire seulement, 9 défaites, euh, avec Mike McDaniel comme entraîneur-chef. Tu le sais comme moi, c'est pas suffisant. Puis c'est un sujet à toutes les années avec les Dolphins, on en parle. À chaque fois qu'ils jouent un match Ouais. à heure de grande écoute, qu'ils ont tous les réflecteurs là, pointés vers eux, on se dit ben non, les Dolphins, ils vont pas gagner ce match-là. Ça va peut-être être serré, mais à la fin, c'est sûr et certain, ils vont l'échapper. Puis, règle générale, ils paraissent mal dans ces matchs-là. Ouais, non, ça c'est très vrai. C'est une très bonne observation de ta part parce que c'est ça, on est en mesure d'avoir du succès contre les mauvaises équipes. On ne bat pas en plus la statistique que tu viens de mentionner, c'est tout à fait incroyable. Donc ouais, puis je crois pas que c'est cette année que ça va changer, là, tout ça. J'ai mentionné le nom de Tyreek Hill tout à l'heure. Parlons-en de Tyreek Hill, le receveur vedette Ouais. des Dolphins. Souviens-toi comment la saison régulière de Miami s'est terminée, on n'a pas participé aux éliminatoires, puis immédiatement après la rencontre, Tyreek Hill avait dit qu'il voulait être échangé. Quelques jours plus tard, il a changé d'avis. Un peu plus tard, durant la saison morte, il a dit qu'il voulait quitter Miami. Après ça, bon, il est toujours là. Bref, il n'arrête pas de changer d'avis à toutes les semaines. Et Mhm. Tyreek Hill, maintenant, il est rendu dans la trentaine. Puis comme tu sais, sa carte de visite, c'est sa rapidité. Pendant longtemps, il a possiblement été le joueur le plus rapide de la NFL. Mais Ouais. quand on regarde ses statistiques depuis son arrivée à Miami, on a préparé un tableau. Renault, il semble être sur la pente descendante. Du moins, il n'est pas aussi productif qu'il l'a été. Là, regarde-moi ça, plus de 1700 verges lors de ses 2 premières années avec les Dolphins. L'année dernière, il n'a même pas atteint la marque des 1000 verges par voie de réception. Non, ben c'est ça. L'année dernière, ça a été une saison difficile. On sait qu'il avait été blessé au poignet rapidement dans la saison. Puis il lui a mentionné plusieurs fois durant la saison que ça l'avait affecté. Dans le cas de Tyreek Hill, je me pose énormément de questions comme toi parce que son épisode là, de la saison morte où justement elle disait qu'il voulait quitter, finalement a dit non, je veux rester, j'ai jamais demandé à quitter. À un certain moment, lorsqu'on parlait des rumeurs de transactions que plusieurs joueurs pourraient partir là, dans le temps du repêchage, lui-même faisait des tweets sur le sujet. Et récemment, il nous a sorti sa ligne qui nous sort à chaque année, Didier. Toi, Tagovailoa est le meilleur KR de la NFL. Ça, il le dit Ah à tous oui. les ans, un peu avant le camp Ouais. d'entraînement. Puis à chaque année, on dirait que ça ravive la flamme là, de la relation entre toi et les Dolphins. Mais tu fais bien de le mentionner, c'est un joueur vieillissant. C'est difficile de croire qu'il va pouvoir remettre les chiffres qu'il a déjà mis sur le tableau parce que si tu regardes historiquement, peu importe les grandes vedettes, à part peut-être Jerry Rice qui a continué d'être dominant là, jusqu'à très tard dans sa carrière, il y a pas beaucoup de joueurs qui, rendus à l'âge où Tyreek Hill, ont continué de mettre des chiffres spectaculaires sur le tableau. Là. Je parle des 1500 verges de réception, des trucs comme ça. Ouais, puis une chose que Tyreek Hill a fait durant la saison morte, bon, il a perdu du poids, il a perdu près d'une quinzaine de livres, puis on l'a vu participer à Mm-hmm. des compétitions d'athlétisme où il a pas mal fait. Je crois qu'il a réussi un chrono Ouais, de c'est 10 vrai. secondes et 15 centièmes aux 100 mètres. Mais d'avoir perdu du poids, ça, c'est tant mieux pour l'athlétisme. Mais est-ce que ça va réellement l'aider sur le terrain? Oui, il va être plus rapide, mais il ne faut pas oublier le football. Là, c'est pas de l'athlétisme. Tu as besoin Non, d'avoir de non, la exact. force physique face au gros demi-coin de la NFL. Si tu es plus léger, ça peut être plus difficile. Puis,
Pas juste ça, mais bon, il a challengé Noah Lyles, médaillé d'or Ouais, olympique lors des derniers Jeux olympiques d'été. Il l'a challengé pour courir contre lui au centre. Il challenge tout le monde, hein. Il veut courir contre tout ouais. le monde. Mais je me dis, OK, à quel point tu es concentré sur le football? Donc, encore là, qu'est-ce que tu penses de ça, là, de Tyreek Hill qui, on dirait, il préférait peut-être avoir une place au sein de l'équipe 4 fois 100 mètres des États-Unis lors des Jeux de 2028, plutôt que de se concentrer sur son emploi et les Dolphins. Ben oui, peut-être qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'équipe de flag football pour les Jeux olympiques. Ah, Ça serait déjà plus près là, de son métier principal qui est celui de joueur de football. Non, moi aussi, la perte de poids, c'est une stratégie qui est souvent employée là, par certains joueurs. Je pense que si Tyreek Hill voulait devenir un joueur d'utilité, là, un joueur qui sert seulement à étirer le terrain, un peu comme DeSean Jackson là, l'était à la fin de sa carrière quand il faisait la ribambelle d'équipe, peut-être que ça pourrait lui servir. Mais là, lui, j'ai comme l'impression que s'il n'est pas capable de dominer, il ne voudra pas étirer son temps sur un terrain de football. Puis j'ai l'impression que lui, c'est un joueur qui veut continuer d'avoir beaucoup de ballons par match. Et là, de perdre ce poids-là, ça va devenir difficile pour lui avec son gabarit quand les joueurs défensifs vont mettre les mains sur lui dès le début du jeu. Ils vont le faire changer un peu sa trajectoire au début des tracés. Puis j'ai l'impression que ça pourrait lui nuire plus que d'autres choses. ouais, écoute, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de la défense également des Dolphins, parce qu'elle a Ouais, subi plusieurs blessures à Jalen Phillips, Bradley Chubb, lui, est il n'a constamment même pas joué. blessé Ouais. aussi. Ben oui, c'est ça. Donc, tu t'attends à quoi de la part de l'unité défensive de Miami cette année? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir le fort du côté de la formation de Miami? Ben, un peu comme je t'ai dit que j'ai pas aimé tout ce qui s'est passé dans la saison morte des Dolphins, ben, Hmm. les, les, les additions et soustractions sur la défense font partie du lot. Ça avait commencé, rappelle-toi, il y a un an. On a décidé de ne pas donner de contrat à Christians, qui est parti sur le marché de l'autonomie. Un gars qu'on avait Oui. repêché, un gars qui était parmi les meilleurs à sa position. On lui a pas donné l'argent qu'il voulait. Puis au final, quand tu repêches, ton but, c'est de faire un filtre. Les bons joueurs, on les garde. Les moins bons joueurs, on les laisse Ben, aller. Puis on et puis, comble je veux avec pas les restants t'interrompre, mais des autres équipes. Ouais. Mais cette décision-là, je ne l'ai jamais compris. Tu repêches un Non, joueur exact. qui devient un des meilleurs de la NFL à sa position. Pas juste ça, là. Quand tu as un plaqueur d'impact aussi athlétique que Christian Wilkins, tu le gardes. Tu le gardes parce que lorsqu'il a Exact. signé avec les Raiders l'année dernière, je pense qu'il avait quoi, juste 25, 26 ans. Donc, c'est quoi C'était le pas but de vieux. Ouais, ouais. repêcher un joueur? Ouais, de repêcher un joueur, de le développer, il devient un des meilleurs à sa position de la NFL, puis après ça, tu le gardes pas. Ça me fait penser au Titan du Tennessee avec A.J. Brown, lorsqu'il refusait de lui donner une prolongation de Exactement. contrat. Tu sais, ça faisait aucun Exactement. sens. Tu viens de le repêcher, c'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, tu l'échanges aux Eagles, puis les Titans n'ont plus jamais été les mêmes depuis. Alors, du côté des Dolphins, tu sais, on parle de la saison morte qu'on a eue, mais si on remonte en arrière dans le temps, là, il y a vraiment des décisions bizarres qui ont été prises par Chris Greer. Ouais, puis l'argent qu'on n'a pas donné à Christian Wilkins, c'est de l'argent qu'on a donné, par exemple, à un Bradley Chubb qui, je le rappelle, n'a pas joué un seul jeu l'an dernier en uniforme pour les Dolphins. Donc, c'est de l'argent mal investi. On peut remonter même plus loin si tu veux, parce que quand les Dolphins, rappelle-toi, ont fait l'échange pour Laramie Tunsil, ils avaient les poches pleines. On pensait qu'ils allaient faire comme le Thunder d'Oklahoma City au basketball, renflouer les coffres, devenir une des équipes les plus jeunes et dynamiques de la ligue. Finalement, non, ils se sont mis à distribuer les choix de première ronde. Bon, Tyreek Hill a connu des bonnes années. Je peux pardonner celle-là. Mais la transaction Bradley Chubb, même au moment où on a fait la transaction puis qu'on a signé immédiatement un Mhm. gros contrat avec Chubb, immédiatement, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Moi, j'étais du lot des gens qui étaient sceptiques. Je trouvais qu'on Ouais, avait moi aussi. l'opportunité d'ajouter du talent plus jeune d'un joueur moins fragile parce que lui a une réputation de joueur fragile. Puis, veut pas, quand tu regardes les statistiques, oui, c'est un joueur qui est productif quand il est en santé, mais il est tellement jamais en santé que ses chiffres se démarquent pas au final dans la NFL. Donc, non, moi, les différentes décisions qui ont été faites à travers les années et qui nous amènent à cet été où à ce printemps-là plutôt, où on a dû, selon moi, On l'est l'été. Ouais. reacher au repêchage. On a Ouais. dû OK. aller trop haut au repêchage en repêchant un gars comme Kenneth Grant, qui pour moi était même pas le meilleur plaqueur disponible au 13e rang. Ça, on y reviendra éventuellement quand on les verra en uniforme. Mais ça nous a forcé à investir un choix de première ronde là, sur cette position-là parce que l'an dernier, on a refusé de payer un des meilleurs joueurs de la Ligue. En ce moment, Kenneth Grant, tout ce qu'on espère qu'il devienne,
c'est un joueur à la hauteur de Christian Wilkins, mais la barre est vraiment haute. Alors, tu avais déjà ce joueur-là, tu aurais pu investir un choix au repêchage ailleurs cette année. Moi, j'ai pas, j'ai rien aimé. Je te l'ai dit en début d'émission, j'ai rien aimé là, de la saison nord des Dolphins. Donc, si tu as une prédiction là, pour la saison 2025 de ton équipe favorite, les Dolphins de Miami, ça va être quoi? En termes de fiches, là. Ah, peut-être écoute, au maximum 7 victoires pour Hmm. les Dolphins avec un 10 défaites. Je ne serais pas non plus surpris que ça ait en dessous de ça parce que tu le sais, comme moi, une équipe comme celle-là, si dès le début de la saison, la chaîne débarque, ça va être une longue saison. Si on est Oh, capable c'est de pas. C'est... drainer quelques matchs, on va peut-être accumuler les victoires. Mais il y a un moment clé dans la saison des Dolphins où tout va déraper. Puis si c'est le premier match, c'est le premier match. Si c'est quelques semaines plus tard, c'est quelques semaines plus tard. Ça viendra faire varier la fiche. Mais j'ai aucun espoir éliminatoire pour cette équipe-là. C'est une équipe qui a le potentiel d'avoir une saison désastreuse. Parce que, comme tu viens de le dire, Ouais, si on a un mauvais début de saison, c'est pas Mike McDaniel qui va redresser la barque. Là. Avec tout ce qu'on non, a, on a entendu dire, on en a parlé tout à l'heure durant la saison morte, en fait, lors des dernières années, manque de leadership de sa part, ça va juste dégénérer. Donc, forte chance qu'à pareille date, l'année prochaine, qu'il y ait un nouvel entraîneur-chef en place à Miami et également un nouveau DG. Bref, on va surveiller ça du côté des Dolphins une fois que la saison régulière va commencer. Ben écoute, Renaud, je te remercie de ta contribution au podcast, d'être venu te vider le cœur sur la situation de ton équipe, les Dolphins de Miami. De toute façon, on devrait passer du temps ensemble lors des dimanches au NFL Red Zone, fait qu'on va pouvoir oui, discuter en long et en large des déboires qu'on anticipe pour les Dolphins. Quoi que c'est la NFL, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont nous surprendre, alors on verra bien. exact. Ben, merci beaucoup, Allez, Didier, Renaud, puis on se porte-toi revoit bien. bientôt. Alors Didier, si on parle maintenant du total de victoires là, des Dolphins de Miami en vue de la saison 2025, les preneurs au lit sont à plus ou moins 8,5 victoires. Est-ce que c'est trop ou c'est pas assez selon toi? Ah, c'est trop. Pour moi, c'est moins. C'est moins que de 8 victoires et demie. Là, je viens d'en parler avec Renaud. Renaud était du même avis que moi. Moi, j'envisage que ça va être la déconfiture complète à Miami. Là. J'en ai parlé avec Renaud. Mike McDaniel, son leadership est contesté. Il semble que c'est vraiment pas un bon leader. Les joueurs qui arrivent constamment en retard aux réunions. Écoute, je pense que ça va mal aller du côté des Dolphins. 6 victoires. 6 victoires pour les Dolphins de Miami. Puis je crois vraiment qu'une fois que la saison est terminée, il y a un ménage qui va se faire du côté de Chris Greer, le DG, et Mike McDaniel, l'entraîneur-chef. Toi, tu vois ça comment du côté des Dolphins? Plus ou moins 8 victoires et demie. Moi aussi, je trouve que la crise identitaire du côté des Dolphins, ça m'effraie. On dirait qu'on est en la période de puberté là, du côté des Dolphins. Tu sais, quand on a vécu notre puberté, souvent, on a des changements au niveau corporel, puis c'est pas tout à fait beau. Puis on a de la misère des fois à comprendre ce qui se passe. Puis ça prend du temps avant d'accepter, avant d'embellir. Tu sais, moi, j'avais des boutons là, quand j'étais jeune. Puis j'avais une coupe champignon encore, j'avais des boutons, j'essayais de grandir. Puis bref, c'est un peu ça les J'ai Dolphins. Moi besoin de aussi, voir je des trouve. photos de toi avec la coupe champignon. Je m'excuse, j'ai besoin de voir ça. Mais tout ça pour dire que 8,5, Coupe moi aussi, je trouve que champignon, c'est. des boutons, ouf. Ah ouais. Écoute, l'acné, là, pour moi, ça a été un combat de. Le combat de mon adolescence, je te dirais. 8,5 Au moins, victoires, moi, t'avais je un trouve que choix pour la c'est. coupe de cheveux. T'aurais pu opter pour une autre coupe de cheveux. Ouais, ben, c'est tes parents qui la J'ai choisissaient. Écoute, fin des années 90, début 2000, c'était la coupe champignon qui était à la mode, là. Ma mère disait que c'était une draperie Hmm. que j'avais sur la tête. Donc, elle aimait ça dire ça. J'ai besoin de voir des photos de ça absolument. Donc, moi aussi, je vais choisir moins. Je pense pas, par exemple, qu'on va avoir une débandade, là, qu'on aura seulement 4 victoires. Je pense qu'on va plus tourner autour du 6-7 victoires du côté des Dolphins de Miami. Encore là, moi aussi, je trouve qu'on tente d'instaurer une culture qui est potentiellement pas bonne du côté des Dolphins et ça m'effraie énormément. Ouais, bon, écoute, on voit ça du même œil. Maintenant, le portrait fantasy des Dolphins de Miami, puisqu'il y a des gros noms du côté des Dolphins, bien sûr, avec Tua, Tyreek Hill, Jalen Waddle et compagnie. Alors, Devon A-Chain, l'année dernière, il a été productif lorsqu'il était dans la formation. Tu vois ça comment là, pour les Dolphins de Miami en termes de fantasy football? Devant Chan productif lorsqu'il était en situation de passe, par exemple, 58% de sa production ont été par la passe en 2024, Didier. 78 catchs, 592 verges et 7 touchés. Pas besoin de vous dire qu'en format PPR, là, qu'on obtient des points pour des attrapés.
Devon Achane devient un porteur de ballon hyper intéressant, hyper payant. Je le vois sélectionné, même, je te dirais que potentiellement un porteur de ballon de première ronde là, en format PPR. On se souvient l'année dernière, c'était beaucoup de petites passes là, que Tua allait à Achane et à Jonnu Smith. On a moins utilisé Tyreek Hill et Jalen Waddle. Mais sa moyenne de verges par course, on se souvient, là, devant Achane, Didier, elle est passée quand même de 7,3 en 2023 à 4,5 en 2024. On a tenté justement d'améliorer la ligne d'attaque du côté des Dolphins, aussi également de protéger davantage Tua Tagovailoa. On sait qu'il est fragile comme carrière. J'ai hâte de voir, mais Achane, je trouve que c'est un joueur fantasy avec un plancher assez solide, justement à cause de sa production en situation de passe. C'est pas si grave s'il n'est pas productif via la course au sol, à cause que justement, il va vous faire des points en situation de passe. Et je pense que Achane s'avère quand même un joueur utile là, au niveau fantasy en 2025. Ouais, tu as parlé de la diminution de sa moyenne de verges par course la saison dernière. Une chose qui a contribué à ça, c'est la façon dont on l'utilisait près de la zone des buts. Puis ça, je comprenais pas ça. Là. J'espère que ça va changer afin de protéger Achane parce que il n'est pas un demi à l'attaque imposant physiquement. C'est un petit porteur de ballon. Bon, c'est un sprinter essentiellement. Là. C'est une des raisons pourquoi il est si rapide. Il a un background en athlétisme, mais on lui remettait le ballon près de la zone des buts. Puis je le voyais se faire frapper avec son petit gabarit. Faut qu'on trouve un autre porteur de ballon là, près de la zone des buts du côté des Dolphins, parce que Achane, sinon sa carrière va être très courte. Il n'est pas fait physiquement, justement, pour absorber ce genre de contact, selon moi. Maintenant, Tyreek Hill, j'en ai parlé avec Renaud. Il y a eu toute une baisse de régime de sa part l'année dernière en termes de production. Lors des 2 saisons précédentes, il avait gagné plus de 1700 verges. Est-ce que, selon toi, Hill va pouvoir retrouver sa forme ou qui faisait de lui un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur receveur de passe de la NFL? Plus de 1700 verges, ou plutôt près de 1800 verges, à Oui. 1799. Didier il était à une verge seulement du plateau des 1800. Ah, je suis sévère. Moi, j'arrondis rien, moi. J'arrondis rien. T'arrondis au plus bas. Ouais. C'est pour ça que je n'étais pas bon en mathématiques à l'école. Oui, receveur numéro 12 en 2024, ça a été décevant pour Tyreek Hill, pour un gars que vous repêchiez clairement dans le top 5 à la position et en première ronde de vos repêchages fantasy. Il a obtenu quand même 12 points par match là, lorsque Tua était dans la formation, donc en 6 matchs la saison dernière. Je sais, on avait beaucoup de questions là, sur Tyreek Hill, des questions qui vont être répondues dans les prochains mois. On se questionnait sa vitesse. On a vu là, qu'il est capable de courir un 100 mètres assez rapidement. Il bat des gens au 100 mètres. Donc, pour moi, je pense que sa vitesse est toujours là. Il a perdu du poids également, question d'être plus rapide. Donc, il a l'air cette année de prendre cette saison-là au sérieux. C'est une saison aussi, c'est sa dernière année de contrat. Il n'est pas fou non plus. Mais je pense que Tyreek Hill peut s'avérer une belle valeur. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner au camp d'entraînement des Dolphins. Euh, Encore là, il ne faut pas oublier qu'il était à 2 ans. Il y a 2 ans, il a obtenu 1800 verges. Donc, c'est une saison exceptionnelle là, il y a 2 ans. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Tyreek Hill peut donner au niveau fantasy. Je pense qu'il peut s'avérer une belle valeur. Là. Mais encore là, je veux le voir de mes yeux vus au camp d'entraînement, être rapide et être agile. Oui. On va voir si on connaît un mauvais début de saison à Miami, ce qui va demander à être échangé. Souviens-toi, à la fin de la dernière saison, il avait dit qu'il voulait être échangé. Après ça, il a changé d'avis. Bref, on verra. Une histoire à suivre. Maintenant, son collègue à la position de receveur de passe, Jalen Waddle, il est productif depuis que les Dolphins ont repêché. Puis est-ce que tu crois que ça va se poursuivre cette année? 1000 verges à chacune de ses 3 premières saisons. Le problème avec Jalen Waddle, c'est qu'il est souvent blessé. Il a des petits bobos par-ci, par-match. Je trouve que c'est le spécialiste du joueur qui commence un match, qui quitte, puis qui revient, puis qui quitte, puis qui revient. Ça, au niveau fantasy, c'est pas super bon. Il a l'air fragile, Jalen Waddle. C'est un receveur numéro 29 au niveau fantasy. Mais la question que je me pose, et pour Waddle, et pour Hill, c'est que l'année dernière, on ne les ciblait pas. Toi, ciblait Jonnu Smith, ciblait Devon Achane avec des courtes passes pour des courts gains, des gains dans les zones médianes, disons, la saison dernière. Si on les cible davantage cette saison, je pense que Waddle et Hill peuvent connaître du succès. Justement, Jonnu Smith, on l'a échangé. Darren Waller et Samen, on en a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si j'ai hâte de voir tout ça. Là. Darren Waller, ça m'inspire rien de bon pour le moment. Mais comme on dit, on laisse la chance au coureur. On a peut-être un plan précis pour Darren Waller.
On a fait l'acquisition de Nick Westbrook et Kinney aussi, que, avec les Titans l'année dernière, 9 touchés sur 32 catchs. C'était une efficacité tout simplement hors norme. Je ne sais pas s'il va pouvoir voler des ballons, mais je pense sincèrement qu'on va devoir cibler davantage nos deux receveurs étoiles. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que Tua va vouloir lancer dans les zones profondes, va vouloir aller voir Hill et Waddle, parce que c'est ça qui clochait l'année dernière. Est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce que la ligne à attaque va lui donner Euh, assez de temps afin de repérer ces deux rapides receveurs de passe? Alors, on va voir ça là, du côté des Dolphins. Il fut un temps où les Dolphins, justement, là, ils avaient plusieurs de leurs joueurs au sein des équipes fantasy football, des amateurs. Alors, on va voir cette année si ça va se poursuivre.